Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Cette semaine, nous retournons à Mastoyatch pour y rencontrer Stacy Bossum, membre de la Première Nation des Pequot-Kalmilnwatch, les Îles-Nou de Mastoyatch. Détenteur d'une technique en comptabilité-gestion, Stacy Bossum fait partie d'une famille d'origine Cri qui s'est installée à Mastoyatch il y a plusieurs décennies. Il a été conseiller politique pendant 4 ans au Conseil des élus de Mastoyatch. Stacy Bossum a ensuite fondé l'entreprise Wichiton, qui propose des services de consultation en développement culturel et de transmission des savoirs ancestraux. Ayant appris auprès de ses grands-parents l'Ilnu Aitun, le mode de vie et la culture Ilnu, Stacy Bossum enseigne ainsi les savoir-faire traditionnels de la vie en forêt aux membres de sa communauté et aux allochtones. Au micro de Mathieu Lavigne, Stacy Bossum évoque pour nous son parcours de réappropriation de la culture Ilnu, l'état de la langue Ilnu, le Nelweun, et son rôle de passeur entre le mode de vie traditionnel Ilnu et la vie moderne. Stacy Bossum, quoi? Quoi? Alors Stacy, merci de nous accueillir chez toi à Mastoyatch en cette journée nationale de la vérité et de la réconciliation. C'est un plaisir vraiment de capter cette entrevue-là sur le territoire des Pequot-Kalmilnwatch. Donc, Stacy, on va débuter avec une question peut-être plus personnelle, juste pour en connaître un peu plus sur toi, sur ton parcours. Est-ce que tu dirais que ta plongée dans la culture Ilnu débute avec un emploi étudiant à l'âge de 20 ans? Débute, oui, professionnellement. Je vous dirais que moi, j'ai une technique en comptabilité et gestion. Fait que j'allais à l'école, j'étais bon en mathématiques, fait qu'on m'avait un peu envoyé dans cette direction-là. Je me disais peut-être un jour, je vais m'ouvrir une compagnie, ça peut être utile ou travailler au niveau de l'organisation du conseil de bande. Mm-hmm. Mais par contre, il y avait aussi un côté gestion. Fait que je suis arrivé un été où il y avait un financement dans notre domaine. Fait que je suis allé voir le Norman Moore, qui était responsable au niveau de droit et protection du territoire. Fait que j'y offre mon CV. Puis il me dit, t'es en comptabilité et gestion. Je pense que t'es trompé de porte, là, c'est l'autre bord. J'ai dit, non, je peux gérer des projets, puis j'aimerais ça voir, y a-t-il un projet que je pourrais comme développer avec vous? Fait qu'ils m'ont proposé la gestion d'un registre des terrains de trappe. Fait que c'était vraiment d'écrire tout l'historique des gestionnaires pour mon territoire familial. Moi, c'est le terrain 6, le terrain des Bossum. Fait que là, il fallait comme tout prendre des anciennes listes qui étaient là, faire un peu la liste de qui était gestionnaire en telle année et à qui ça a été transféré. Fait que j'ai fait ce travail-là pour tous les terrains de trappe. Puis ça a été un emploi d'été. Ensuite, ils m'ont fait un petit emploi parce qu'une personne prenait sa retraite. Fait qu'à temps partiel, j'ai resté dans l'organisation pendant 12 ans dans le secteur droit et protection du territoire. Puis où il y avait aussi la culture. Fait que j'ai travaillé 10 ans pour eux. Ah oui, donc là, l'emploi étudiant est devenu un emploi à temps plein. À temps plein, c'est oui. ça. Donc, Stacy, vous avez appris la culture Ilnu, l'Ilnu Aitun, avec vos grands-parents qui ont vécu, eux, sur le territoire. Ils ont vécu le mode de vie traditionnel. C'est quoi le principal enseignement que vous avez reçu de vos grands-parents? Principal enseignement, je dirais, c'est surtout au niveau des histoires, tout le vécu qu'ils ont eu. Parce que moi, je suis fils de pensionnaire. Ma mère est allée au pensionnat. Ma mère était monoparentale. J'ai grandi, habité avec mes grands-parents et ma tante et ma grande sœur. Fait que j'ai été élevé par, si on veut, toute la famille. Oui. Ici à Mastoyatch. Ensuite de ça, eux, ils étaient quand même assez âgés. Ils ont eu leur famille assez tard, à 30 ans, pas 40 ans. Puis quand moi, j'avais 10 ans, 11 ans, ils étaient trop âgés pour aller tout le temps en territoire. Fait que j'ai pas pu aller en territoire avec eux. Avec toute l'histoire des pensionnats, il y a une coupure qui s'est faite en lien avec l'occupation du territoire. Mon grand-père, il allait plus. Son territoire était très loin. Fait que j'ai grandi en les voyant avec un atelier dans la maison où
les gens apportaient des casseroles, ils l'arrangeaient. Mon grand-père rangeait les pots d'orignal, il faisait de la babiche avec. Tout ça dans la maison. Puis moi, je pensais que c'était normal un peu pour tout le monde, tous les jeunes de mon âge. Fait que j'ai grandi, si on veut, avec l'Inuitun à la maison, malgré que ça soit en territoire. Venait à toi. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai lassé un peu. Des fois, j'aidais ma grand-mère à lasser les raquettes. Puis ma mère, elle me disait après ça, ma grand-mère, elle défaisait tout parce qu'elle était très minutieuse. Là, fait qu'elle la relassait, mais elle me laissait lasser pendant 15-20 minutes. Puis ça ne dérangeait pas. Puis c'était un peu comme ça qu'on l'apprenait. Mais c'est surtout les histoires qui comptaient durant la journée ou le soir. Il y avait 2 lits. Fait qu'ils étaient face à face. Puis moi, je m'assisais souvent avec mon grand-père et ma grand-mère. Puis elle comptait un peu la vie en territoire. Fait que ma grand-mère, elle parlait juste en cri. Fait que ma grand-mère, c'est vraiment une cri du lac Mistassini qui est venue à Machtoyas. Oui. Fait qu'elle parlait vraiment juste le cri. Puis je comprenais quand même à 50-75% de toutes ces discussions. Puis là, des fois, je demandais un peu des traductions à mon grand-père. Mais il racontait toute la vie en territoire. Puis j'ai vraiment grandi dans cet esprit-là. Là. Ton grand-père était de Mastoyatch, dans le fond? Il était Innu de Mastoyatch? J'ai Innu de Machtoyas, mais par contre, si on va du côté de son père, c'est un cri. Puis sa mère, c'est une Benjamin. Fait que lui, c'est un mix Innu-cri. Ensuite, il est parti travailler au Grand Lac Mistassini quand il avait 35 ans, 40 ans. Il a connu ma grand-mère puis sont revenus vivre ici à Machtoyas. Ah oui, mais ça montre à quel point Mastoyatch, c'est un carrefour. Là. Il y avait des gens de plusieurs nations autochtones. Oui, exactement. On est complètement la communauté à l'ouest. Fait qu'on est vraiment tout près là, des Atikamekw, des Cris, toutes les nations du sud. Fait qu'on est vraiment un mix de tout ça, Machtoyas. Oui. Très particulier. Puis le nom de famille Bossum, c'est Cri. Ascendance Cri, oui. C'est ça. Stacy, donc justement, là, tu apprends l'Inuitun avec tes grands-parents en les observant. Je pense un peu la pédagogie très présente dans le milieu autochtone où on observe et on refait ensuite. Stacy, donc un autre élément là, singulier dans ton parcours, c'est que tu as été conseiller politique élu au Conseil des élus de Machtoyatch pendant 4 ans. Tu as été très impliqué, entre autres, dans le dossier de la langue des Pequot-Kalmilnuatch, donc le Nélouéoun. Oui, le Nélouéoun. Donc, le Nélouéoun, c'est une variante régionale de l'Inuaimun, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, c'est une variante vraiment spécifique à Machtoyatch. On est aussi un peu plus près de Pessamit avec le L. Fait que justement, la nation Innu avec 2 N, puis tandis que Machtoyatch, c'est Ilnu. C'est ça. Et Pessamit l'utilise aussi. Fait que c'est la principale particularité. Puis il y a d'autres aussi particularités. Je ne sais pas si le mix aussi avec les cris. Fait qu'il y a beaucoup. Les familles en territoire se côtoyaient beaucoup avec le chevauchement territorial qui a peut-être créé une certaine... Des influences mutuelles, dans le fond, dans la langue. Là. Encore aujourd'hui, tu poursuis la défense du Nélouéoun comme consultant, comme travailleur autonome. Tu documentes l'état du Nélouéoun dans la communauté. Bien justement, c'est quoi l'état de santé du Nélouéoun dans la communauté de Mastoyatch aujourd'hui, en 2024? Je dirais que c'est quand même très, très préoccupant. Il y a eu une première enquête en 1993 qui rapportait qu'il y avait à peu près, là, au niveau des chiffres, là, 15% de locuteurs là, dans la communauté. C'était beaucoup les aînés. Puis là, ça a encore baissé. Mais par contre, il y a beaucoup plus de locuteurs, si on veut, langue seconde. Ça, c'est le côté positif. Ah oui, là. okay. Ah oui. Mais c'est vraiment les aînés, les grands-parents qui parlaient le Nélouéoun, avec surtout les pensionnats, l'école, puis avec la vie de tous les jours, là, les enfants commencent à parler français ou anglais, tout dépendamment des pensionnats. Puis aujourd'hui, là, moi, je le comprenais très bien quand j'étais petit. Ah oui? Fait qu'avec mes grands-parents, mais par contre, ça s'est perdu. Puis là, juste pour revenir un peu le côté avec mes grands-parents, eux la parlaient, la langue, à tous les jours, puis ils l'ont vécu, le territoire. Mais par contre, moi, j'ai pas pu vivre ça avec eux en territoire. Puis avec le travail que j'ai eu au niveau de l'organisation du conseil puis au musée amérindien, j'ai pu côtoyer plein de porteurs de culture dans toute la sphère d'agence en territoire. Fait que j'allais en territoire avec certains aînés, faire un peu des fois juste du transport, j'osais avec eux, fait qu'ils m'apprenaient des petites affaires. Ensuite, j'ai eu un poste d'agent de projet où on a vraiment documenté Inuitun. Fait qu'on a fait beaucoup de documentation là, au niveau là, du savoir-faire. Puis ça m'a permis un peu justement de rattraper tout ce que j'ai pas pu faire avec mes grands-parents là, directement en territoire. Ah oui. Puis le parcours politique, c'était un chemin qui m'intéressait depuis longtemps, mais par contre, je suis quelqu'un de très gêné.
Fait que là, le côté politique, il y a le côté, oui, prendre des décisions, mais il y a le côté représentation. Oui, côté plus social. Qui me gênait un peu ce côté-là, mais en 2017, j'ai dit, bon, ben, je vais faire le saut, je vais me lancer en politique pour surtout la cause au niveau de la langue, la culture, le territoire. Fait que ça a été une sphère qui était très importante pour moi. Fait que j'ai porté le dossier au niveau du patrimoine et de la langue, au niveau de l'organisation. Fait que c'est 2 dossiers qui me tenaient à cœur. Au niveau de la langue, c'est certain qu'on essaie de faire des efforts pour que la langue se perpétue, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire là, au niveau des écoles, puis surtout au niveau des familles, parce que oui, l'école transmet la langue dans les cours, mais c'est beaucoup des cours de langue seconde. Oui. Mais dans les noyaux familiales, c'est là qu'il faut mettre l'effort. Fait qu'en 2021, j'ai décidé de me retirer du milieu politique parce que je m'ennuie un peu du terrain, là, vraiment de l'action. Oui, on donnait des décisions, mais souvent, on donnait, posons, plus de fonds pour le domaine culturel, linguistique, mais en bout de ligne, il manquait de ressources, puis les choses, si on veut, se faisaient pas comme on le voulait. Okay. Fait que là, j'ai décidé vraiment de me lancer dans le domaine entrepreneurial, là, vraiment, genre de développement culturel, linguistique. Fait que vraiment pour développer des projets, puis être vraiment sur le terrain pour essayer de faire bouger les choses. C'est ça. Et à tes yeux, est-ce qu'une culture peut survivre, poursuivre, même s'actualiser sans nécessairement qu'elle soit portée par une langue? C'est sûr que on peut faire les choses indépendamment. On peut faire les Inuitunes sans la langue, mais il va manquer tout un petit quelque chose au niveau de... On peut faire les choses indépendamment. On peut faire les Inuitunes sans la langue, mais il va manquer tout un petit quelque chose au niveau de toute la symbolique des mots, souvent, là, qui sont plus importants, ou ça se faisait vraiment dans la langue. Puis qu'on parle de Nelwyn ou d'Inuimun, bien, j'ai suivi un cours au niveau de la transition de langue autochtone. Au niveau du Nelwyn, c'est 80% de verbes. Fait que quasiment toutes les choses, c'est vraiment... Tout ce qu'on nomme, c'est des verbes d'action ou des verbes là, qu'on utilise. Tandis que le français, c'est 20% de verbes. Tandis que nous, c'est 80%. Ah oui. Fait qu'un exemple, c'est policier. En français, c'est un nom. Fait que c'est un policier. En Innu, c'est Kamagnueshit ou Kamagnuesh. Un policier, Kamagnueshit, des policiers. Puis c'est comme un peu le verbe d'attraper ou de courir après quelqu'un. Ou Arrêter. Arrêter, c'est moi. C'est vraiment... Ça vient de... Si on veut, d'une époque, là, c'est une action pour décrire. Fait que pratiquement tous les métiers, c'est des verbes, c'est une action. L'aréna, l'école, c'est des verbes d'action. Là. L'aréna, c'est Kashushkwata Shop, c'est là où on patine, le lieu où on patine. Ah oui. Ensuite, l'école aussi, c'est là où on apprend les choses. Fait que c'est vraiment des verbes. Fait que même quand on va en territoire, c'est un peu la même chose. Puis c'est quelque chose qui manque beaucoup, là, tout le côté du Nelwyn en territoire. Il y avait plus la symbolique. Là. J'imagine en allant moins en territoire, il y a des mots qu'on utilise moins. Exactement, oui. Il y a plus la langue de la communauté qui est quand même peut-être un peu plus en santé, mais la langue en territoire, bien, il y a beaucoup moins d'aînés qui vont en territoire. Fait que vraiment les aînés locuteurs qui sont partis là, depuis... moi, depuis une vingtaine d'années, là, que je les vois partir. Fait qu'il y en a de moins en moins, là, des gens qui sont nés en territoire puis qui n'ont pas eu, malheureusement, l'impact des pensionnats ou qui ont eu une coupure avec leurs parents là, au niveau de la transmission naturelle. Ah oui, ah oui. Et Stacy Bossum, quel rapport les jeunes Pequot-Calmille-Nouatch ont avec l'Ilnu-Aïmoun, les jeunes de la communauté face à la langue, en fait, j'aurais dit face au Nélo-Éoun? C'est quoi le rapport des jeunes à la langue? Bien, les jeunes s'intéressent à la langue. Il y a quand même des cours à l'école, les jeunes s'intéressent, mais c'est sûr qu'il manque un petit quelque chose. Bien souvent, c'est comme, je ne peux pas parler pour tous les jeunes, mais moi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, on avait des jeux autochtones où on rencontrait d'autres communautés. Bien, il nous manquait quelque chose de pouvoir discuter avec eux en Nelwyn. On les voyait se côtoyer, parler pratiquement en Nelwyn, les autres communautés nous, mais nous, on parlait pratiquement plus le français. Fait que c'est quelque chose qui nous manque. Pour certains, ça dérange moins. Il y en a d'autres que des fois, c'est comme une blessure ou que c'est plate. Il nous manque quelque chose. Là. Fait qu'il y a des gens qui font des efforts, mais par contre, moi, je suis des cours de Nelwyn, des ateliers de Nelwyn. Il y a des cours à Mashtoyats, mais c'est pas suffisant là, pour 1 heure ou 2 pour vraiment s'approprier le Nelwyn et être parfaitement locuteur. Là. C'est ça. Fait qu'on a fait... j'ai aidé au niveau du dernier profil sociolinguistique pour
faire l'état de la situation de la langue. Puis il y a eu plein de pistes de solutions qui ont été lancées par la population. Fait que là, le plan de match est en train de se faire par l'organisation. Puis j'espère justement que ça va être quelque chose qui va être priorisé là, pour faire vraiment des cours intensifs. Là. Fait que ça s'est fait ailleurs dans le monde, puis même au Québec, avec les Mohawks, avec, je crois, au Danak aussi. Les Wendat, les Abénakis aussi sont en train d'essayer de faire... sans être, si on veut, à temps plein, mais il y a quand même là, des formats de 3 heures, 4 heures par après-midi, parce que tout le monde travaille, on a des enfants, on a des obligations familiales, soit médicales ou les... avec le loisir, le sport, fait qu'on a comme moins de temps. Là. Oui. C'est quelque chose qui va devoir être pris en main. Puis on a eu quand même des cercles de partage avec les jeunes de la communauté. Puis on voyait que les jeunes étaient attachés à la langue, puis ils voulaient vraiment l'apprendre. Mais par contre, c'est ça, là, maintenant, c'est quoi qui va faire qu'on va faire vraiment un saut pour devenir vraiment un locuteur actif. Là. Locuteur passif à locuteur actif. Ou seulement langue seconde. Oui. Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Stacy Bossum, tu es diplômée du programme de formation de gardiens et gardiennes du territoire qui est donné par l'Université Laval. En quoi consiste cette formation de gardien ou gardienne du territoire? Puis ultimement, la certification sur laquelle elle débouche, ça sert à quoi? Bien, en fait, c'est un programme national qui était lancé au niveau de Land Guardian. Puis c'est comme la version québécoise qui est avec l'Université Laval. Fait que moi, je m'étais inscrit, je voyais un peu le plan de cours. Ça me rejoignait là, vraiment. Je vais en territoire, j'y vais tout le temps, mais j'y allais un peu déjà un gardien du territoire, en fait. Oui, ben, je l'ai appris là-bas que oui, je te dirais officiellement. Ça a confirmé. Si on veut, du côté... Fait qu'on l'occupe le territoire, mais ça m'a appris de connaître différentes sortes de gardiens du territoire. Là, parce que moi, je l'occupe, j'y vais en territoire, fait qu'on essaie de le protéger mieux qu'on le peut. Ça me permet de connaître d'autres enjeux ailleurs, au Québec ou au Canada, voir comment que ça s'organise. Puis même des programmes là, qui sont lancés par des communautés au niveau de vraiment devenir de gardiens du territoire. Puis nous, à Mashtoyas, qu'est-ce qui est un peu drôle, c'est que nous, on a des gardiens du territoire, mais c'est en lien avec les territoires familiaux. On nommait ça déjà gardien de territoire. Puis là-bas, je disais, je suis déjà gardien de territoire par le titre qu'on donne au niveau de la communauté, mais c'est pas en lien avec eux. Là. Fait que là, ben, tu l'es ou tu l'es pas, ben, je le suis, mais là, je viens apprendre ici comme le côté plus, si on veut, les enjeux de protection du territoire qui se font un peu partout, un peu plus théorique. Mais j'y allais beaucoup plus pour le réseautage. Je voulais un peu voir d'autres Premières Nations, d'autres communautés, nous, comment ça se passait. Puis finalement, le groupe était assez jeune, mais c'était vraiment intéressant là, comme discussion. Puis on avait des cours par Zoom, parce qu'on venait de partout. On venait de partout du Québec. Fait que, il y avait des ateliers Zoom tous les lundis soirs pendant pratiquement 15 semaines, deux blocs de 15 semaines. Mais on a eu quand même 3 sorties en territoire, des cours que c'était vraiment pratique, plus intensif. Là. Fait qu'on est allé à Pessamit, on est allé au niveau des Algonquins, puis la dernière, c'était au Mouchonipi, à Rivière-Georges. Ah oui. En lisant sur ce programme, j'ai constaté qu'au moment de la graduation, en fait, c'est ta tante, je crois, qui t'a donné... C'était un médaillon qui était remis. Ça doit être particulier. Je sais pas, il y a quelque chose de très fort symboliquement là, de recevoir ça de ta tante, ce médaillon qui te certifie comme gardien du territoire. Oui, j'ai manqué la portée, justement. J'aurais peut-être dû. Là. Mais c'était vraiment... à chaque sortie en territoire, on avait des aînés qui nous accompagnaient. Cette sortie-là, ma tante avait été invitée. Fait que j'étais très content de l'avoir avec nous. Surtout à Rivière-Georges, c'était un lieu assez emblématique, symbolique. Puis quand on a fait la remise un peu des diplômes, on savait qu'on avait des diplômes, mais on ne s'attendait pas à avoir un cadeau, là, tout le monde. Fait que c'est vraiment un médaillon qui était confectionné selon nous, selon nos valeurs. C'était individualisé. Oui. C'était vraiment individualisé. Fait que ma tante avait fait un Tewigin qui est fort pour nous. Mon grand-père était un joueur de Tewigin. Le tambour. Le tambour. Fait qu'il y avait aussi tous mes enfants qui étaient représentés, le canot, le caribou, les pistes de caribou. Fait que c'était vraiment... une belle surprise. Ah oui.
Tu dis que ton grand-père jouait le tambour. Il jouait devant toi quand tu étais petit? Ou il jouait seulement à certains moments bien particuliers? Ou... Oui, il était surtout invité. Moi, j'étais petit, puis on était invité un peu partout au Saguenay-Saint-Jean. Là. Fait je me souviens une fois à Val-Jalbert, il y avait... Je peux pas vous dire c'était quoi l'activité, mais on avait mon grand-père était invité à jouer du Stewart là-bas devant une grande salle là, avec plein de gens. Fait que je ne sais pas c'était à quelle occasion. Je devais avoir moins de 8 ans. C'est beaucoup ma tante qui l'accompagnait. Puis aussi, une fois, sur le bord du lac, il y avait une activité là, qui était sur le bord, plus à l'entrée du village. Puis je me souviens qu'il jouait là. Mais il jouait le plus au niveau des événements. Puis il a déjà été à Nunugmu aussi. Là. Ah C'est oui? un peu un joueur Tawayan traditionnel. Fait que c'était vraiment des chants qui portaient selon ses rêves là, qu'il avait eus. Là. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc, à Nunugmu, c'est le grand festival là, qui a lieu à Magnotenam chaque été Ouais. depuis 40 ans, en fait. Je pense que c'était le 40e cette année. Hein? Fait qu'il a été invité 2 fois. Ah oui. Puis il jouait aussi lors des événements à Mashtoyats, là, durant les powwows. Fait qu'il faisait 1 ou 2 chants. Puis il y avait un chant qui était vraiment en lien avec son premier rêve là, au niveau du Tewayan. Il a commencé à jouer Tewayan assez tard, là. Peut-être à 50, 60 ans. Ah oui. Ouais. Fait qu'il consommait beaucoup. Il y a eu une époque plus difficile là, quand les enfants sont partis des pensionnats. Fait qu'ils ont tombé dans l'alcool quand même pendant plusieurs années, là, peut-être 10, 15 ans. Ensuite, mon grand-père a comme pris une prise de conscience, là, comme quoi que c'était assez là, au niveau de la consommation. Fait que ça a permis d'arrêter ça. Puis il a plus opté pour le côté vraiment sobriété, mais il était, si on veut, défenseur de la culture, C'est ça, puis ouais. il prônait la sobriété. Fait qu'il était joueur de Tawayan, puis il y a eu justement plusieurs mentions honorifiques là, en lien avec tout ça, là, les démarches qu'il avait faites. Il avait reçu une plaque justement ici en avant du musée. Je me souviens là, que j'y avais remis une plaque. On m'avait désigné pour lui donner la plaque là, en lien avec c'est entretenons la force du cercle à l'époque. Il y avait eu, je pense, plusieurs, si on veut, cas dans la communauté. Là, il y avait un mouvement qui s'était créé là, au niveau là, Des aînés. des aînés puis de la communauté. Il fallait vraiment, si on veut, opter pour une communauté plus en santé. Oui. Est-ce que toi, tu joues du Tewagan, du tambour? J'ai fait mes rêves, mais non, pas encore. Je dirais que mes rêves sont faits. Maintenant, c'est l'autre étape là, d'avoir mon propre chant et de jouer. Peut-être un jour, mais ça presse pas. Ça va aller. Donc, les étapes, c'est de faire les rêves, de construire, j'imagine, le Mon Tewagan, oui. Et trouver ton chant. Oui, maintenant, ça va être de trouver mon chant là, pour. C'est un chant qui nous appartient, qui est donné par les rêves. Maintenant, c'est vraiment de le chanter. Fait que ça m'est déjà arrivé quelques fois, mais j'ai pas fait encore le saut à mettre vraiment à le chanter. Mon grand-père fait. Tu sais, c'est pas. On a beaucoup de chants en Tewayan qui est plus festival, tandis que les chanteurs Innu, autrefois, c'était beaucoup plus des chants de chasse. C'était vraiment plus où on reliait vraiment l'activité de chasse là, qui chantait, là, un peu un hommage aux animaux. C'était plus dans ce style-là. Il y avait quelque chose de l'ordre de la communication là, dans ces chants de chasse-là. Là. Oui. Fait que ce soit pour remercier pour les bonnes chasses ou vraiment pour demander que les animaux viennent s'offrir. Là. Toujours au sujet du territoire, Stacy Bossum, tu soulignes dans un texte à quel point il est plus facile pour les Pequot-Kalmilnouatch d'aujourd'hui d'accéder au territoire, au Nitassinan, ce qui prenait hier plusieurs semaines, prend aujourd'hui une journée pour s'y rendre sur le territoire. Est-ce qu'il y a une perte, selon toi, dans cette rapidité ou dans cette facilité d'accès au territoire aujourd'hui? Est-ce que ça vient, selon toi, teinter le rapport au territoire? Est-ce que ça le rend comme moins sacré, vu qu'il est plus facilement accessible? C'est sûr ça vient teinter. Je dirais pas sacré, parce qu'il est toujours aussi important, mais oui, ça vient tout changer la relation qu'on a avec le territoire. Mon grand-père nous expliquait que lui, ça prenait 2 mois monter en territoire. Puis à l'époque, il y avait déjà un chemin qui se tendait à l'entrée, si on veut, de la forêt à Girardville. Fait qu'il partait en camion aussi avec toute la famille, avec les bagages, 3-4 canaux. Faisait environ 1 heure de route pour se rendre à l'entrée, si on veut, de la rivière.
Fait qu'avant, il faisait tout ça en canot, mais lui, à l'époque, il y avait déjà une partie qui était faite, puis il y avait 200 km à faire. Fait que là, il restait souvent une semaine ou deux au Bleuet, puis il y avait beaucoup de familles qui venaient se rejoindre au même endroit, puis ils passaient... c'est comme une sorte de rassemblement automnal où ils ramassaient des bleuets. Ensuite, là, les familles partaient ensemble, si on veut, s'accompagnaient, pouvaient chasser un peu en montant la petite chasse. S'ils voyaient un gros gibier, ben ils pouvaient peut-être l'abattre, mais par contre, ils s'apparaient à tout le monde ensemble parce qu'on... Transporter. C'est ça. On attendait d'être plus sur le territoire, mais ils pouvaient en abattre un, puis le manger, le faire boucaner tout le monde ensemble. Fait qu'il restait environ 3 jours au même endroit. Ensuite, les hommes partaient avec les canots, puis du bagage, monter une tente plus haut, à 25-30 km. Ensuite, là, ils descendaient, cherchaient la famille, puis ils remontaient. Puis il y avait des sections où il n'y a pas beaucoup de rapides, fait que ça se faisait bien, mais une section où il y a beaucoup de rapides, fait qu'il y a plusieurs portages. Là. Fait que ça prenait 2 mois là, pour se rendre jusqu'au territoire familial. Tandis que moi, aujourd'hui, aller-retour, ça me prend 6 heures. Si je vois juste... si on veut voir si le camp est correct. Route, mais... ouais, puis une anecdote justement là-dessus où mon grand-père, lui, peut-être des années 80, fin 90, le conseil de bande vient nous rencontrer pour une consultation là, de coupe forestière. Fait que, c'est là que j'apprends qu'on a un territoire de chasse. Je ne savais même pas qu'on avait un territoire de chasse familiale là, parce qu'on n'y allait pas. Puis il m'en avait pas parlé. Puis il m'avait montré des cartes là, justement du territoire. Puis là, j'ai demandé à mon grand-père, c'est-tu loin? Il dit, oh oui, c'est vraiment loin. Puis ça serait le fun d'y aller. Ben, les chemins ne se rendent pas encore. Là. Bientôt, ça va se rendre. Puis, fait que, j'aimerais ça y aller un jour. Là, j'avais pas d'auto, moi aussi. Ensuite, quand j'ai commencé à avoir mon auto, j'aurais voulu y aller avec mon grand-père. Mon grand-père était plus apte là, à voyager. Là. Fait que là, j'avais eu les agents territoriaux qui m'ont montré le chemin pour y aller parce que c'était quand même assez loin. Finalement, ça se faisait bien. Fait que là, j'ai trouvé un emplacement pour faire mon camp. Fait que je suis descendu. Là, j'ai commencé à me préparer mon équipement. Puis, j'allais voir mon grand-père. Puis, j'ai dit, demain, je monte en haut sur le terrain familial. Là. Fait, il était tout content. Puis, il dit, c'est beau, tu viendras me voir après. Puis là, moi, je pars le matin. Je vais transporter mon bagage. Un premier, si on veut, une partie de l'équipement pour faire mon camp. Ensuite, je redescends. Puis, je vais aller le voir pour lui dire que ça a bien été. Fait que là, il me dit, t'es pas parti. le soir. T'as eu le temps de revenir. Elle dit, oui, j'arrive. T'arrives. Il dit, oui, je suis monté un matin, puis je reviens, là, on est en soirée. Là. Il dit, j'ai porté mon stock, puis demain, si on veut, j'ai rempli mon pick-up, puis je remonte pour le construire. Puis là, il me regarde, fait qu'il hoche la tête, puis il dit rien, mais je voyais dans son regard, comme il regardait un peu comme à côté. Puis, ouais, là, lui, il se remémorait tous les efforts qu'il faisait avec la famille pour se rendre, tandis que moi, je fais ça le retour. Mais par contre, j'ai pas eu la chance de monter avec lui. Fait que toutes les histoires, tout ce qui s'est passé, si on veut, en montant, autant les tragédies que les bonnes chasses, tous les sentiers de portage, tous les noms, tout ça, ça m'a... J'ai pas pu le vivre avec lui ou avec eux. J'aurais aimé ça faire ça avec ma mère, avec mes tantes, tout ça. Fait que, oui, il y a une coupure. C'est sûr que toute cette histoire-là, mais par contre, il y a la grande recherche du CAM qui a eu des entrevues avec mon grand-père puis son frère. Fait que j'ai pu retracer, si on veut, des histoires. Tu as eu accès à ces enregistrements-là. Hein? Ça s'est fait dans les années 90, hein, je pense. 80, autour des années 80. Fait que c'est quand même assez vieux. Fait que au moins, j'ai pu le lire, si on veut, ces périples. Là. Mais c'est quand même une entrevue peut-être de 2 heures au lieu de la vivre. Là. C'est ça. Fait que c'est sûr que ça amène une certaine... Si on veut... Je sens un deuil, hein? Il y a quelque chose de l'ordre du deuil un peu là-dedans. Oui. Je te dirais que une sorte de guérison de dire que j'ai pas pu vivre leur vie ou... Oui. Ouais. Ah oui. Oui, c'est toujours un deuil. Oui. Stacy, tu es ce qu'on appelle un chasseur communautaire. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le rôle d'un chasseur communautaire? Ça le dit, c'est vraiment faire la chasse pour la communauté. Nous, au niveau de la communauté, on a souvent... Il y a des chasseurs qui s'en vont à la chasse au gros gibier, surtout l'orignal, où ce qu'on va prélever 2 à 4 orignaux par année, surtout pour les événements communautaires. Comme aujourd'hui, il y avait un festin sur le site Ouachacite, à tous les événements, le 21 juin, le grand rassemblement. On a des rassemblements en territoire, fait qu'on sert de gibier là, au niveau là,
des tourtières ou d'autres mets. Fait que moi, je vais surtout avec les jeunes de Kesmamu, l'école secondaire de la communauté. Fait que justement, dans 2 semaines, on va être là pendant 4-5 jours avec les jeunes de Kesmamu, où on va transmettre la chasse, puis comment qu'on chasse, mais toute la symbolique aussi qui entoure la chasse. Là. Fait qu'on est là pendant 4-5 jours, des 3-4 transmetteurs à chaque année qui y va. Ensuite, il y a une autre sortie l'automne. Puis aussi des gens qui vont au castor, qui font la chasse communautaire pour le castor. J'ai déjà mis un filet communautaire aussi pour le poisson durant l'été. Puis il y a eu la chasse communautaire au caribou, qui était quand même quelque chose d'assez exceptionnel il y a 3 ans. Parce que ici à Mashtoyas, on a encore, sur le territoire, là, on a encore du caribou forestier, mais ça fait maintenant plus de 20-25 ans que le conseil de bande a demandé un moratoire où il demande aux membres de ne pas chasser caribou. On pourrait encore le chasser, mais il a demandé de ne pas y aller. Puis, sur mon territoire de trappe familiale, mon grand-père en a chassé du caribou. Puis il y en a encore, je vois des pistes, mais on ne peut pas chasser, puis on ne veut pas aussi. On aimerait bien ça. Ouais. Mais je me dis peut-être un jour avec mes garçons. La nation Innu a signé une entente avec la nation Cri il y a 3 ans. Plus que le troupeau de la rivière Georges est en déclin majeur, bien, les Inuits ont pu accès au caribou. Puis pour enlever la pression de chasse sur le caribou forestier, bien, on demandait avec la nation Cri de voir si on pouvait avoir du caribou d'eux. Fait qu'eux, ils ont accepté comme de donner, si on veut, un quota, un certain nombre de caribous, ce qu'on puisse, nous, la nation Innu, y aller. Fait que ça, c'était quand même une première entre nations. Là, Puis on sait avec l'entente de la baie James aussi qu'on est illégal. Toutes les autres, si on veut, ils ont cédé les droits des autres Premières Nations sur leur territoire. Fait que nous, on est comme considérés allochtones. Fait qu'il aurait fallu avoir un permis, mais la chasse était fermée, on n'a pas le droit. Mais avec l'entente qui s'est faite, les cris ont dit on vous supporte. Puis ça s'est fait quand même de manière contrôlée, où chaque communauté envoie des chasseurs communautaires. Fait que j'ai fait partie de la première cohorte à y aller avec 2 chasseurs de la communauté, où on a pu aller prélever 10 caribous pour la communauté. Puis là, vous ramenez donc la viande et les partager. Comment ça fonctionne dans la communauté? Les gens s'inscrivent s'ils veulent avoir des morceaux de viande? Oui, cette fois-là, ils l'ont gardé pour les rassemblements, mais ils l'ont également remis pour les aînés. Fait que chaque année pouvait avoir un morceau de caribou là, qu'ils puissent y goûter. Fait que les gens devaient juste s'appeler pour en recevoir, pour s'inscrire. Puis il y avait aussi, une fois que les aînés ont tout reçu un morceau, bien, d'autres gens de la communauté pouvaient en demander. Fait qu'on a pu y goûter aussi également. Là. Ça doit être valorisant, ça, de ramener de la viande comme ça pour la communauté, pour les aînés particulièrement. Oui, c'est vraiment plaisant. Mais avant, ça se faisait comme ça. Oui, c'est ça. C'était normal, c'était comme ça. C'est Puis aujourd'hui, ça avec tout ce qui se passe, ça s'est un peu, si on veut, transformer ou modifier. Fait que on est content de m'impliquer pour ces événements-là. Ah oui. Stacy, la question de la transmission, clairement, c'est une question qui t'est très chère. La culture traditionnelle, l'Inuaitun, ne peut plus être transmise comme avant, comme le faisaient tes ancêtres. Les enfants ne vivent plus nécessairement en forêt avec leurs parents comme autrefois. Devant une transformation de ce type-là, de votre mode de vie, est-ce qu'il y a d'autres moyens de transmettre la culture qui émergent? Est-ce qu'il y a des nouveaux lieux de transmission, peut-être des nouvelles même pédagogies qui sont développées? Oui. Je te dirais que oui, c'est certain. Puis, si on revient un peu à la première question, mon premier emploi il y a 20 ans, c'était justement dans le domaine culturel. Ça s'est fait comme par hasard. Puis, j'aurais jamais douté que 20 ans plus tard, c'était comme... J'avais suivi ma technique en comptabilité et gestion, peut-être pour avoir une entreprise un jour où j'ai ma propre affaire, mais je ne savais pas quoi. Puis aujourd'hui, je travaille autonome, puis je travaille dans le domaine culturel, puis c'est vraiment quelque chose que je me suis dit, je veux me dédier. C'est vraiment mon domaine qui me passionne, puis que je veux vraiment aider. Parce que la transmission naturelle, ça se faisait en famille, en territoire. Puis aujourd'hui, avec tout, tu parlais de deuil tout à l'heure, c'est un peu le deuil que j'ai dû faire là, pour accepter tout ça. Qui je suis aussi. Là. Parce que mes grands-parents, je les voyais, eux, c'était des vrais Inuits. Ils ont vécu en territoire, ils ont tout vécu, ils savaient pratiquement tout. Tandis que moi, je connaissais juste une partie de tout ça. Puis à 20 ans, j'en connaissais vraiment pas beaucoup. Puis aujourd'hui, 20 ans plus tard, j'ai quand même un bagage, si on veut, intéressant, mais je n'arrive même pas à cheville de mes grands-parents, là, de tout ce qu'ils savent. Puis là, j'essaie tout le temps d'en apprendre davantage moi-même, là, toutes les techniques pour faire des outils, tout ça. Puis
tout ce que je sais, j'essaie de voir comment on peut le transmettre ou donner des ateliers au niveau de la communauté, là, au niveau des jeunes et moins jeunes. Là. Oui. C'est vraiment ce que je fais au niveau de mon entreprise, mais c'est plus un peu mon train de vie. Oui, c'est un mode de vie, là, clairement. Puis c'est une mission, j'ai l'impression. Je t'entends, puis pour toi, c'est une mission. Oui, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, même personnellement avec ma famille, c'est un peu ça. C'est comment transmettre tout ce qui entoure notre culture dans la vie moderne d'aujourd'hui, 2024. Là. Fait qu'on y va tout en territoire, en famille, toutes les fins de semaine. Puis c'est comme normal, puis on y va. Mais par contre, si je recule il y a 5 ans, avec mes garçons, moi, j'ai joué au hockey. Fait que, j'ai aimé jouer au hockey, puis j'ai joué encore il n'y a pas si longtemps que ça. Puis pour mes garçons, c'était normal qu'ils jouent au hockey. Fait qu'on a inscrit notre premier Francis au hockey. Ça allait bien. Ensuite, mon deuxième a commencé à jouer au hockey, puis ça allait bien. On passait un peu les fins de semaine. Puis quand mon troisième a commencé à jouer, là, c'était rendu que le matin, moi, je partais d'une direction, ma conjointe, elle partait dans l'autre. Puis des fois, le soir, si on était chanceux, on se rejoignait dans le troisième aréna entre les deux. Puis on a passé une année comme ça, jusqu'à temps qu'on finisse l'année. Puis on se rend compte, on n'a pas monté en forêt quasiment on était rendu au mois de mars, puis on n'a pas eu le temps. Fait qu'on a parlé avec nos garçons, puis on a demandé voir si on pouvait justement arrêter le hockey, qu'on aimait quand même, pour pouvoir passer toutes nos fins de semaine en territoire le plus possible, nos vacances. On s'est dit qu'on va peut-être acheter un deuxième motoneige pour y aller plus sécuritairement. Fait que les garçons ont accepté là, vraiment. Mon plus vieux a accepté immédiatement. Mon deuxième hésitait un petit peu. Petit moment de réflexion. Ouais, il pensait puis il aimait ça. Puis le troisième, lui, il était quand même pré-novice, fait qu'il regardait encore des estrades. Puis, fait que lui, ça lui a pas dérangé. Puis aujourd'hui, on n'en regrette vraiment pas. Là, puis toutes les fins de semaine, mes deux plus vieux sont à Kiona, au cégep à Odanak, le cégep autochtone. Puis descendent pour l'instant toutes les fins de semaine là, pour venir avec nous. Fait qu'ils n'ont jamais rouspété pour dire non, en fin de semaine, je veux rester avec mes amis ici. Fait qu'ils ont toujours voulu monter. Puis ça, c'est très rare qu'ils ne montent pas. Là. Puis on est chanceux justement qu'ils nous suivent. Puis on les tire pas. Puis c'est un peu voir comment que la transmission naturelle se fait. Moi, je travaille des pots d'ornial. Fait que je demande des fois à mes garçons de venir m'aider. Ils viennent m'aider. C'est sûr que si on veut, ils font pas tout de A à Z tout le temps avec moi, mais ils viennent m'aider, ils vont faire. Là, je sais qu'un jour, peut-être qu'ils vont comme un peu le déclic que moi j'ai eu. Mes grands-parents étaient dans la maison, puis c'était comme normal, puis j'ai pas comme réalisé la chance que j'avais. Fait que pour eux, c'est un peu la même chose. Ils me voient travailler, ils viennent m'aider, mais peut-être que plus tard, ils vont dire on a été chanceux de pouvoir vivre ça ou de pouvoir le faire. Ouais. Je suis persuadé que oui. Ouais. Est-ce que c'est dur des fois de trouver l'équilibre entre, mettons, vivre l'île Nouaïtoun au mieux qu'on peut aujourd'hui et vivre en même temps, justement, cette modernité? Il y a comme une tension un peu entre les deux. Oui, parce que des fois, c'est deux choses complètement contradictoires ou justement comme une entreprise, c'est se faire de l'argent ou c'est vraiment de vivre de ça. Tandis que pour l'Inuitun, c'est de prendre juste ce qu'on a besoin. C'est toujours un peu de... Au niveau des Inuits, on ne vise pas à avoir une grosse entreprise pour accumuler des biens. C'est tout le temps d'avoir le minimum. C'est toujours un peu le défi dans ce monde-là. Fait que moi, je travaille, mais c'est pour faire... pour moi, j'ai l'emploi de rêve. Là. Fait que je fais Inuitun, puis en même temps, je suis capable d'en vivre, d'avoir les moyens. Fait que je fais pas un salaire. Ça, je pourrais peut-être trouver un meilleur emploi ailleurs pour avoir une meilleure condition salariale. Mais pour l'instant, je suis capable de payer les factures puis de pouvoir... si on veut avoir un petit bas de laine, là, si jamais il y a quelque chose, mais c'est sûr que des fois, c'est un peu difficile là, de vivre cette vie traditionnelle-là ou dans un monde plus contemporain. Puis des fois, j'aimerais ça, moi, le deuil de vivre comme mes grands-parents, ça a comme été dur, mais par contre, ça va comme, OK, mais là, je suis là aujourd'hui. Mes garçons ont besoin d'aller à l'école. Je pourrais peut-être leur apprendre à la maison avec ma conjointe, mais on ne veut pas les couper de tout ça. Fait que on essaie de trouver un peu d'équilibre dans tout ça, là. Fait qu'on, comme là, on est arrivé pour l'événement un peu plus tôt. Là, on va aller voir le spectacle tout à l'heure. On essaie d'y aller le plus souvent possible en territoire. Mais... Stacy Bossum, Tinish-Kemeton, vraiment pour le temps que tu nous as accordé. Vraiment, c'est extrêmement apprécié. Puis on va aller avec toi sur le site traditionnel. On va aller voir s'il reste quelque chose du festin. Ouais, je vous le souhaite. Là. Merci beaucoup, Tinish-Kemeton. Ça fait plaisir. Niaut. Niaut. Pour
cette entrevue captée à Mashteuiatsh, nous remercions du fond du cœur notre invité, Stacy Bossum, qui est consultant en matière de transmission des savoirs ancestraux Ilnou et travaille au soutien d'initiatives en développement culturel pour les Pequawakam Ilnuach. L'émission Confluent est portée par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Pour en savoir plus, visitez sans tarder notre site web www.missioncheznous.com. À très bientôt, Catherine. À très bientôt, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.